c'est un point presse qui a plusieurs fonctions. Une qui est, je dirais, pour l'occasion, puisque l'occasion m'est donnée de présenter cet après-midi à Strasbourg le livre que j'ai écrit sur l'histoire du Front de gauche, en ayant été l'un des acteurs de cette construction politique. Donc à ma connaissance, c'est le premier récit qui a été fait d'un des acteurs du Front de gauche qui raconte comment cette histoire est née et comment cette histoire est devenue la réussite qu'on connaît. Donc ça, c'est une chose. Et puis surtout, c'était d'expliquer pourquoi aujourd'hui nous organisons, le Parti de gauche, plusieurs meetings dans toute la France, dont un à Strasbourg. On organise donc 8 meetings, après avoir manifesté à tous les endroits où il y a des manifestations syndicales dans le cadre du Front de gauche contre les politiques d'austérité en France et en Europe. Pourquoi aujourd'hui et pourquoi cette semaine? Aujourd'hui, c'est assez facile à comprendre, c'est qu'on vit une journée historique. Je ne suis pas sûr que ça ait été traité de façon suffisante. C'est que pour la première fois, à ma connaissance, en Europe, il y a une journée de grève générale dans plusieurs pays européens en même temps. Première chose, Espagne, Grèce, Portugal. Je n'ai pas le souvenir de grève générale transnationale qui, en plus, on le sait, vont être des succès. On le sait parce que la situation de ces pays est tellement catastrophique pour leur peuple qu'aujourd'hui, il y a vraiment une volonté de résistance qui s'exprime de manière très forte. Et puis, il y a double titre, journée historique, parce que dans le même temps, la Confédération européenne des syndicats a appelé justement à des manifestations en solidarité partout avec ces grèves générales et pour lutter contre l'austérité, en rappelant que la Confédération européenne des syndicats s'était opposée pour la première fois à un traité européen avec le TSCG, alors que la même, par exemple, n'avait pas donné de mot d'ordre au moment du traité constitutionnel européen. Donc c'est pour montrer, je crois, que l'heure est grave, et l'heure est grave parce que une politique aujourd'hui est appliquée en Europe qui vise à contracter les dépenses publiques, à faire payer sur les revenus du salaire finalement les conséquences de la crise, et que cette politique, elle est non seulement injuste, bon, ça quelque part, c'est pas tellement compliqué de le réaliser, mais surtout elle est inefficace. Et elle est inefficace à tel point qu'elle risque aujourd'hui d'entraîner tout un continent dans la récession, et ce n'est pas faire de l'alarmisme que dire que la dernière période où l'Union européenne a été entrée dans la récession comme dans le monde, c'est les années 30. Voilà. Donc pour nous, le Parti de gauche, on est donc dans un moment historique où il y a un grave danger du fait de la crise du capitalisme, grave danger qui est qu'on peut quelque part appeler un danger systémique. Pourquoi systémique? Parce qu'il appréhende à peu près toutes les activités humaines. C'est un grave danger pour la démocratie. On n'arrête pas de contourner les souverainetés des peuples, quelles que soient leurs décisions. Quand ils s'opposent à un traité comme le traité constitutionnel européen, on fait passer le traité de Lisbonne. Et maintenant, on a inventé une nouvelle étape où le TSCG est passé comme un texte normal à l'Assemblée, sans même qu'on ait besoin de réunir ni le Congrès ni de faire un référendum. Crise écologique, peut-être la plus grave, parce que là, c'est la question de l'espèce humaine dont il s'agit. Nous sommes très inquiets, et nous sommes d'autant plus inquiets que rien ne nous prouve que pour restaurer les taux de profit, d'une manière ou d'une autre, on diminue le productivisme, dont on voit tous qu'il est en train de rendre les conditions de vie sur cette planète de plus en plus insupportables. Et puis troisième chose, sociale évidemment, parce que à partir du moment où vous comprimez l'activité économique, vous comprimez les revenus du salaire, eh bien dès lors il y a une économie qui s'asphyxie et c'est la récession. Donc pour ces raisons, on a, nous, Parti de gauche, décidé aujourd'hui de monter au front cette semaine. Lundi, on a présenté un contre-budget, je vais en parler dans quelques minutes, avec nos économistes, notamment Jacques Généreux. Aujourd'hui, donc, on est dans les manifestations et on est dans les meetings, notamment le mien ici ce soir à Strasbourg avec une députée de Die Linke, Karin Linder.
et puis vendredi avec un meeting en Ile-de-France avec Jean-Luc Mélenchon. Donc, pourquoi cette semaine? Parce que nous sommes, dans le cadre de cette politique d'austérité, nous sommes à un moment donné en France où dans une semaine va commencer le vote final du budget qui quelque part clôt... Hier, François Hollande a fait le bilan de ces 6 mois. Là, on pourrait dire que c'est le trimestre d'austérité. C'est-à-dire, d'abord, la décision de faire passer un traité dont on se souvient qu'il avait dit qu'il n'accepterait pas qu'il soit appliqué s'il n'était pas renégocié. Ce traité, quoi qu'il en dise, n'a pas été renégocié. Pas une ligne n'a changé. Donc c'est un traité voulu par la droite, Sarkozy et Merkel, et qui sera adopté grâce aux voix de la droite, puisque je rappelle que le Parti Socialiste n'est pas seul majoritaire au Sénat. Premier problème. Deuxième chose, il y a eu la loi de programmation budgétaire, dont on parle peu et quelque part a été mise en évidence hier par François Hollande, puisque François Hollande a répété effectivement que d'ici 4 ans, c'était 60 milliards d'économies qui allaient devoir être faits sur les dépenses de l'État. Je n'ai pas très bien d'ailleurs entendu sur quelles dépenses il allait faire des économies. Ses réponses ont été un peu évasives parce que 60 milliards, c'est des sommes absolument colossales. Et pour mémoire, au moment où Jean-Luc Mélenchon avait, pendant la campagne, dit qu'effectivement, si les socialistes appliquaient la politique pour revenir à 3% de déficit en 2013, puis à 0% en 2017, ça serait 50 milliards, et là c'était le cas. Et puis finalement, le vote de ce budget final, qui est pour nous, enfin c'est même pas pour nous, les socialistes le disent, le gouvernement le dit, c'est un budget qui est le plus grave budget d'austérité depuis 30 ans. Voilà. C'est 2 fois le plan Fillon en termes de dizaines de milliards qui sont retranchés de l'activité économique. Donc je rappelle rapidement comment, 10 milliards de dépenses en moins, 10 milliards d'impôts qui seront pris sur tous les ménages, contrairement à ce qui est dit, et sans taxer de la même manière les revenus du capital et du travail, là aussi contrairement à ce qui est dit, et 30 milliards qui seront certainement portés à beaucoup plus, puisque François Hollande, hier, quelque part, a répondu à ses propres responsables, puisqu'on se souvient qu'Arlène Désir et Claude Barthelone, président de l'Assemblée, avaient dit les 3% ne doivent pas être un chiffre fétiche. Ce qui est important, c'est de tendre. Donc si la croissance n'est pas au rendez-vous à 0,8%, eh bien, il faudra rectifier. Hier, François Hollande a répondu, il ne rectifiera pas, et le chiffre de 3% est maintenu. Donc ça ne sera pas 30 milliards qu'il va falloir chercher, mais plus probablement 37, voire 40 milliards d'euros, ce qui est une saignée totale pour l'économie française, et qui pour nous est une aggravation de la récession, qui n'entraînera en aucune manière les 300 000 emplois annoncés et l'équilibre des budgets. Au contraire, nous pensons que ça ne va que faire que renforcer la dette. Bon. Et se rajoute enfin, là je dirais que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ce pacte de compétitivité annoncé à grand renfort, qui, alors déjà il n'avait pas promis grand-chose, mais alors là pour le coup, ça annule les dernières promesses sociales de François Hollande, qui, si on se souvient bien, avait dit qu'il n'augmenterait pas la TVA, contrairement à ce que proposait Nicolas Sarkozy. Le 1er octobre, le porte-parole du Parti Socialiste, David Assouline, a même présenté triomphalement un tract. Je me demande où il est passé ce tract, parce qu'il devait distribuer à des millions d'exemplaires, disant si Sarkozy avait été élu aujourd'hui, la TVA augmenterait. Bon ben voilà, 3 semaines après, on nous annonce quand même une augmentation de 7 milliards de TVA pour l'année prochaine. Pourquoi 7 milliards et pourquoi 10 milliards de dépenses en moins? Parce qu'on va faire des cadeaux aux entreprises à travers le crédit impôt, et un crédit impôt qui, là aussi ça a été répété hier, ne sera sans aucun critère d'échange, c'est-à-dire sera accordé aux entreprises, ce qui nous inquiète parce que les entreprises bénéficient par an de 24 milliards d'exonération, et dans le même temps, les dividendes ont explosé, l'investissement a baissé. Autrement dit, on fait des cadeaux via des exonérations, ça ne rapporte pas un emploi, par contre, ça renforce les dividendes. Donc nous, cette politique, on la critique pour 2 raisons, parce que la question des déficits et de la dette, c'est des conséquences de la crise, ce n'est pas à l'origine de la crise. Ce qui est à l'origine de la crise, il y a 2 origines. Il y a le moment où la dette privée a été transformée en dette publique, et ça, tous les économistes sont quelque part d'accord pour dire que c'est ce qui s'est passé après la crise des subprimes en 2008.
on a socialisé les dettes privées avec le recours de l'État. Et deuxième chose, ce qui explique aussi aujourd'hui la dette aussi, c'est que année après année, le capital coûte de plus en plus cher. Les profits coûtent de plus en plus cher, et pas n'importe quel profit, c'est les profits non investis. Là encore, les chiffres de l'INSEE le prouvent. 1980, les dividendes pèsent 3% du PIB. 2011, ils pèsent aujourd'hui plus de 9%, ils ont donc triplé. Ce simple chiffre montre à quel point, nous on l'estime à 150, 190 milliards, ça dépend des économistes, enfin c'est des sommes colossales qui sont aujourd'hui préemptées par le capital et dont on parle moins, c'est-à-dire on parle toujours du coût du travail, on dit que c'est un prix normal, mais on ne parle pas du coût du capital qui est de plus en plus excédentaire et qui explique en grande partie la crise en France et en Europe. Donc voilà, c'est ce qu'on est venu dire ce soir, et on est venu dire avec le fait de dire, nous on peut faire notre politique. Je conclurai mon introduction là-dessus. On peut faire une peu de politique parce que on n'est pas simplement des contestataires, on aspire à gouverner ce pays, à proposer notre voie à gauche, et c'est pour ça que nos économistes donc, ont préparé un contre-budget qui sera bientôt distribué, qui a été livré lundi à la presse, et c'est un contre-budget qui a accepté certaines règles. On pourrait ne pas les accepter. Par exemple, il a accepté de dire oui, ok, il y a une dette qui existe aujourd'hui, on sait que, et nous on est assez d'accord là-dessus, beaucoup disent qu'il faudrait un audit de la dette pour savoir ce qui est une dette légitime ou pas. Nous on dit ok, on accepte toute la dette. Et en plus de ça, on prévoit des recettes, je dirais, en étant raisonnable. Par exemple, nous disons, on arrête les niches fiscales, mais on n'en prend que la moitié, un peu plus de 40 milliards. Il y a les niches fiscales qui sont vraiment de manière tellement évidente des niches qui ne servent à rien sauf à privilégier les plus riches, qu'il est évident que ce serait des choses à arrêter. La deuxième chose, c'est qu'on dit, si on fait une réforme fiscale, et il faut une réforme fiscale, autant qu'elle soit concrète. Le gouvernement propose une réforme fiscale qui passe directement des tranches de 40% à 75%, qui est absolument incohérent. Nous, on dit on propose 14 tranches d'impôts en taxant, alors là, pour le coup, au même niveau les revenus du capital et du travail, et par exemple, ça nous rapporte 20 milliards. Donc, on essaye de donner comme ça un certain nombre d'éléments, et selon nos économistes, il y a quasiment 32 milliards qui peuvent être ainsi récupérés, et ce qui nous permet non seulement d'avoir 30 milliards pour justement répondre aux questions de la dette, mais en plus de ça, d'avoir 100 milliards à dépenser que nous mettons dans la relance de l'activité, que ce soit à travers la création d'un pôle public bancaire, que ce soit à travers le fait de justement, contrairement à ce qui est fait aujourd'hui, en terminer avec les réformes qui visent à ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux, que ce soit relancer un plan pour la santé, un plan pour l'éducation nationale. Enfin, il y a de quoi faire parce qu'on voit bien aujourd'hui que, tant d'un point de vue de l'écologie, des services publics, il faudrait réparer les 30 ans de politique libérale que nous venons de connaître, et ça coûte 100 milliards. Voilà, c'est ce qu'on propose, c'est concret, c'est réaliste, on a les chiffres, et c'est ce que nous allons dire ce soir, avec une volonté de plus dans ce meeting voulu par mes camarades du parti de gauche ici, c'est-à-dire en faire un meeting internationaliste avec la présence d'une députée de Die Linke. Voilà. Je suis là pour répondre à vos questions. Les Verts font une conférence à 14h, vous n'auriez pas pu faire une conférence commune où il y a des différences? Excellente question. Excellente question. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire une conférence avec le secrétaire général d'Europe Écologie? C'est sûrement trop tôt. Pourquoi pas un jour? On a bien noté qu'au sein d'Europe Écologie des Verts, il commence à y avoir des soubresauts assez importants contre la politique d'austérité, contre le fait de vouloir maintenir Notre-Dame-des-Landes, on va manifester ensemble samedi, contre le fait, parce que c'est vraiment un abandon d'abandonner le droit de vote pour les immigrés aux élections locales, et puis sur pas mal de luttes. Donc c'est vrai qu'on se retrouve ensemble. Pour l'instant, chez Europe Écologie Les Verts, ça se contente de dire, je dirais, ils se contentent d'avoir un droit de critique tout en étant au gouvernement. On verra bien un jour s'ils évoluent, mais c'est clair que pour un parti écologiste comme le parti de gauche, puisque vous savez, et d'ailleurs même eux sont d'accord pour dire qu'aujourd'hui il y a un deuxième parti écologiste en France avec ce que nous proposons, c'est sûr que nous aurions peut-être matière à faire dans l'avenir, et la porte sera toujours ouverte
discuter entre le Front de gauche et Europe Écologie Les Verts. Mais je pense que c'est un peu trop tôt. Je pense que si vous leur posez la question, ils vous diront la même chose. Ouais, ils sont en train de faire la conférence de poche. D'accord. À la limite, toutes ces propositions de contre-budget, enfin toutes ces... Si on regarde la dette... Et si je ne me trompe pas, excusez-moi, juste sur Europe Écologie Les Verts, si je ne me trompe pas, certains commencent à se poser des questions à Strasbourg quand même de ce qu'ils pourraient faire à l'avenir, y compris sur les municipales. Donc ça pourrait être intéressant, pourquoi pas, en indépendance avec le Parti Socialiste et contre les politiques d'austérité, d'envisager, pourquoi pas, des politiques avec eux à partir du moment où ils tournent clairement le dos à des politiques d'austérité. Dans toutes les propositions, à la limite, il suffirait d'une. En Grèce, pour couvrir simplement la dette, je crois que l'argent est en Suisse. En France, pareil, si on retrouvait tout l'argent qui est placé dans les paradis fiscaux, enfin, il n'y aurait plus de dette. Non, vous avez raison. Donc, pourquoi cette mesure, enfin, qu'est-ce qu'il faut faire pour cette mesure? À la limite, même tout nouveau plan serait inutile, enfin, là, on serait riche, presque, entre guillemets. Bah, c'est sûr que si on allait chercher, alors là c'est plusieurs dizaines de milliards, ce qui recule en termes des paradis fiscaux. Nous, par exemple, dans notre budget, on estime qu'assez facilement on peut en récupérer 7 milliards aujourd'hui. Bon, parce qu'on sait que là, on se heurte à des questions d'accords internationaux, on se heurte à des problématiques d'argent qui circulent de manière plus ou moins légale. N'empêche, avec la levée du droit, la levée du secret bancaire, avec le blocage des échanges de capitaux avec les paradis fiscaux, avec tout un certain nombre de mécanismes, avec le fait aussi de la taxation différentielle par rapport, là pour le coup c'est pas des exilés fiscaux, il y a plein de Français qui vivent à l'étranger, qui ne sont pas tous des exilés fiscaux, c'est le cas qui travaillent, donc nous on propose de faire une taxation différentielle pour leur faire payer en plus ce qu'ils devraient normalement au fisc français s'ils étaient en France. Nous on pense pouvoir récupérer assez vite 7 milliards. Alors on est vraiment pour l'instant dans ce budget, je dirais, modéré, parce qu'en réalité c'est plusieurs dizaines de milliards, effectivement, qui sont... mais ça, il y aurait nécessité pour ça d'une autre politique que nous voulons mener en même temps, mais là nous avons voulu faire un budget, je dirais, réaliste, c'est-à-dire qui ne tient pas compte des changements nécessaires à faire en Europe. Mais il y a une autre politique à faire en même temps, qui est une politique de changement de l'Union européenne, c'est-à-dire qui tourne le dos aux politiques libérales et qui justement, à travers un continent qui est une coopération entre les États européens qui serait autrement plus efficace, permettrait très certainement d'attaquer beaucoup plus la question de l'exil fiscal. Ce que je peux peut-être apporter une précision, c'est qu'il y a quelques années, deux ministres du gouvernement actuel, qui sont Vincent Payon et Armand Montebourg, avaient fait une étude sur les paradis fiscaux, où ils avaient chiffré l'exil fiscal, et il y a deux, Eva Joly, dont la formation est du gouvernement, puisque c'est Europe Écologie Les Verts, parlait aussi beaucoup de la campagne de... Mais nous, on les chiffre, on les chiffre à 20-25 milliards. C'est peut-être aussi à eux qu'il faudrait poser la question, puisqu'ils s'en sont fait les spécialistes. Que font-ils, puisqu'ils sont au gouvernement, pour essayer de récupérer aussi cet argent? Parce que pour la dette grecque, il y a des chiffres qui sont cités, comme quoi l'équivalent de la dette grecque est dans les paradis fiscaux. Enfin, je sais pas, enfin, en termes de... Nous, pour la France, on estime que c'est 20 à 25 milliards, les paradis fiscaux, parce que vous avez aussi autre chose, c'est tout ce qui est triche aux exonérations de cotisations. On estime, je vais regarder les chiffres, entre 8 et 15 milliards. Par exemple, là-dessus, nous on propose que les inspecteurs du travail soient doublés tout de suite au terme de leur effectif, parce qu'il y a pas mal de choses à faire à ce niveau-là, notamment dans cette profession. Mais les chiffres que nous donnons au niveau de ce budget prouvent une chose, c'est qu'en réalité, l'argent n'est pas globalement, il n'est pas à trouver dans les poches des salariés, dans les poches des productifs. Je ne veux pas seulement parler des salariés, mais des artisans, des agriculteurs, des entrepreneurs. Il faut aller le chercher là où il existe, c'est-à-dire dans tout cet argent qui, depuis des années, est retiré de l'économie réelle, je dirais, pour simplement permettre au profit d'exploser toujours plus et de nourrir les actionnaires, enfin de satisfaire les actionnaires. Donc ça, c'est une machine qu'il faut arrêter parce que c'est une machine qui ne s'arrêtera jamais, qui explique en partie la politique du gouvernement.
La politique du gouvernement, à part François Hollande, et depuis des années, depuis les années 80, on a un peu trop tendance à oublier, mais le héros en France, héros non pas OS, hein, Hamilton de la troisième voie blériste, hein, c'est pas nouveau, mais en plus de ça, les socialistes, comme leurs homologues sociodémocrates en Europe, en réalité font une politique où l'arbitre, le juge de paix, c'est les marchés. Et quand vous faites ça, il n'y a jamais de fin. C'est-à-dire que vous mettez la main, et puis si les marchés réagissent plus ou moins bien, eh bien vous mettez le bras et vous mettez le corps. C'est-à-dire que vous ne vous autorisez plus en réalité aucune politique qui paraît contradictoire avec les actionnaires. Et le problème, il est le même dans quelque part au niveau des politiques qui sont faites aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne crois pas que par essence un chef d'entreprise, un patron et quelqu'un n'obéit pas sur une question de morale, il obéit sur, enfin les grandes entreprises en tout cas, sur des questions de ce qui satisfait ou pas leurs actionnaires. Les actionnaires ne sont pas satisfaits pour les investissements, c'est du court-termisme de plus en plus important, ils sont satisfaits parce que ce qui va renforcer leur rente, et donc ça nous entraîne vers ce système aberrant où une entreprise qui fait des profits avec des chiffres à 1% est fermée sous prétexte qu'ailleurs on peut faire des profits à deux chiffres. Sauf que tout ça va s'écraser, parce que même l'Allemagne, dont actuellement l'activité est en train de régresser, elle a juste un petit problème. C'est que le jour où vous exportez, il faut que vos produits, vous pouvez les vendre. Et que si vous appauvrissez la terre entière, vos produits, vous ne les vendez plus. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est bien pour ça que la politique d'austérité va entraîner les récessions. Et c'est ce qui nous inquiète, parce que de la récession en général, pour l'instant, rien n'est jamais sorti de nous. Voilà. Et en termes politiques, là je vous ai fait une critique sociale, économique, mais en termes politiques, ce que nous disons, c'est que la politique menée aujourd'hui par le gouvernement socialiste va dans le mur, elle va dans le mur, elle ne peut pas réussir, et nous voulons faire en sorte, nous, Front de gauche, que l'alternative, ça ne soit pas la droite, voire l'extrême droite, mais que ça soit une autre politique de gauche. Voilà ce que nous essayons de construire dès maintenant, que ce soit à partir des mobilisations du 14, mais que ça sera aussi le cas avec les prochaines échéances électorales. Il faut rendre majoritaire une autre ligne politique dans ce pays à gauche, qui soit celle de la rupture avec l'austérité. Le niveau présidentiel, c'est un choix qui reste minoritaire. Écoutez, on a réussi à faire en sorte, pour la première fois depuis 1980, et c'était une autre époque, à faire en sorte qu'un candidat à gauche du PS ait un score à 2 chiffres. Très franchement, c'est un bon début, hein, avec, tout le monde en conviendra, une des meilleures campagnes. Donc c'est un début, le Front de gauche en est qu'à ses débuts. Moi je l'explique dans mon bouquin, hein. Le Front de gauche est né en fin 2008. Donc c'est quelque chose de tout nouveau. Donc à partir de là, je pense qu'on a, j'allais dire, on a tout l'avenir devant nous. Ça, c'est pas vrai. Parce qu'on a un problème, c'est que dans les politiques d'austérité, l'issue, elle n'est pas forcément heureuse. Ça peut être aussi le nationalisme, le fascisme. Donc on a une course de vitesse très clairement qui est engagée avec le Front National. Voilà. À nous de montrer que l'issue à la crise, c'est pas la haine de l'autre, c'est pas les dérives ethniques, et c'est pas en réalité la meilleure façon de protéger le système, parce que vous apercevrez que Mme Le Pen ne cesse de critiquer l'euro ou l'Union européenne, mais qu'elle ne critique pas les banquiers ou les financiers. Voilà, nous on ne se trompe pas de hiérarchie dans la critique, dans l'adversité. Donc on est un peu pris par le temps, mais on a toutes les raisons de penser qu'on a quand même des atouts importants qui est justement le Front de gauche. Les Allemands, je vais te rencontrer tout à l'heure l'acteur de Nantes, il y a 6 sages allemands qui ont remis un rapport, a priori, sur Merkel, ouais, qui vont dans le sens de plus d'austérité. Ouais. Ah, mais ils iront vers toujours plus d'austérité, ça je vous confirme. Mais vos rapports avec la gauche, moralement? Avec les Linke, c'est excellent, parce que je vous rappelle que quand même, ce qui nous a inspiré au début d'une partie de gauche, c'est Linke. C'est ce qu'a fait Oscar Lafontaine. Voilà. Bon. Maintenant, donc ça c'est nous on ne confond pas la politique de la chancelière allemande et des conservateurs allemands avec le peuple allemand. Maintenant, il y a une chose quand même aussi qui est forcée de constater, de dire, c'est que aujourd'hui la politique qui est menée en Europe, on oublie des fois de le dire, on regarde un peu, c'est une politique qui est celle des intérêts de la bourgeoisie allemande et du conservatisme allemand, c'est-à-dire de favoriser la rente.
avec un pays qui a des caractéristiques totalement différentes des nôtres, c'est un pays qui vieillit. Et c'est clair que en échange d'abandonner le Deutsche Mark, ils l'ont échangé en échange d'un euro fort qui ne peut pas bénéficier à terme à l'Europe et qui à terme ne bénéficiera pas non plus à l'Allemagne. Donc il faut avoir le courage de s'opposer à Mme Merkel et aux conservateurs allemands, ce que n'a pas eu malheureusement M. Hollande, contrairement à ce qu'il avait dit qu'il ferait. Et nous le regrettons, parce que ça c'est à terme une catastrophe. J'attire votre attention sur, vous savez, dans l'histoire, le sens de l'histoire est très profond, c'est-à-dire les blessures sont... Aujourd'hui, c'est pas anodin quand Mme Merkel ne se rend même pas compte à certains moments, quand elle prononce des phrases en se permettant de dire ce que devrait faire la Grèce, de dire ce que devrait faire tel ou autre pays, qu'elle le dit au nom de l'Allemagne. Il faut faire un peu attention dans ce genre de choses. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte aujourd'hui du danger qu'il faut courir en ayant ce genre de discours, y compris sur des dangers de repli nationalisme ou de réaction anti-allemande que nous condamnerions évidemment. C'est pas du tout ce que nous voulons dire, mais je trouve que Mme Merkel faut vraiment qu'elle joue un jeu vraiment très dangereux. Et je pense que François Hollande aurait dû beaucoup plus résister et montrer qu'il y avait une autre voie qui était possible. Et je pense que d'ailleurs, notre camarade de Die Linke dira la même chose ce soir. C'est moi qui vous remercie. On vous en